levé à 2 heures du matin. Départ des bus, 3 heures. Arrivée, 3h30. La sirène, 4 heures. Le casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, un point c'est tout. Que les travailleurs se rendent compte que toute journée, toute heure perdue pour la production est une cause d'appauvrissement général. Me voici à l'usine, établi. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. Timide et inquiet, j'ai répondu comme les autres. Rien. Aux questions sur les diplômes. Rien. Sur les qualifications ou ce que je sais faire de particulier. Même pas le BEPC. Je pouvais lire dans les yeux de mes camarades de file l'humiliation de ce rien. On n'emmène pas large quand on vient quémander un petit emploi manuel. Suivant. Un demi-campagnard, un peu ahuri. Ça ne fera pas d'histoire, ça. D'ailleurs, pourquoi l'embauche d'un ouvrier à la chaîne serait-elle compliquée? Bon, pour la visite médicale suivante. Recrutement complexe, les profils de poste, c'est quand on est quelqu'un. Mais quand on est personne... Suivant. Suivant. J'ai une piètre mine. Le laminage des convulsions de l'après-mai 68. Un été de déchirement est encore inscrit sur mes traits. En ce début septembre 1968, Citroën dévore de la main-d'œuvre. On travaille dans l'instable. Vite entrée, vite sortie. Bon, mets-toi là. Quelques mouvements musculaires. Radio pesage. Bon pour le service. Vous êtes affecté à l'usine de Choisy. Présentez-vous lundi matin, 7 heures, à l'agent de secteur. Le poste d'entrée de l'atelier est tenu par le pontonnier, Kamel. Il fait monter chaque carcasse de la cour accrochée à un filin. Cadence infernale dont parlent les tracts. Je me représentais la chose à un rythme plus rapide. Un enchaînement saccadé et vif. Les 2 chevaux arrivent sous forme de carrosserie clouée. Simple assemblage de bouts de ferraille. Ici, on soude les morceaux.
observe au hasard Mouloud, les carcasses de 2 chevaux qui défilent devant nous, comme un long glissement glauque. Je me sens progressivement anesthésié. Une fois accroché à la chaîne, la carrosserie commence son arc de cercle. Elle passe devant chaque poste. Limage, ponçage, martelage, pas d'arrêt. C'est à toi de bouger. Et vite, hein, parce que la caisse suivante arrive et tu recommences. Si tu travailles vite, tu auras quelques secondes de répit. J'ai dit, je voulais quelqu'un, je passe. Oui. Intensifiant son effort, un ouvrier peut remonter la chaîne. Il accumule un peu d'avance. Il aura amassé, au bout d'une heure, le fabuleux capital de 2 minutes d'avance. Le temps d'une cigarette. Si tu travailles trop lentement, tu cours. 50 cm de perdu, 30 secondes de retard, une jointure mal faite, il faut recommencer. Parce que la voiture, elle est trop loin. Car la nouvelle carcasse avance de sa régularité stupide de masse inerte. Dans les interstices de ce glissement gris, j'entrevois une guerre d'usure de la mort contre la vie. Sauf que la vie se retire. Les muscles et les nerfs résistent. Quelque chose dans le corps, dans la tête, s'arc-boute contre la répétition et le néant. Cette soudure ratée, cette grimace, c'est la vie qui s'accroche. Au bout du circuit, tout part dans un tunnel roulant. Pour le moment, tu n'as qu'à regarder. Le bâton, c'est l'état. Si tu en mets trop, ça fait une bosse et ça va pas. Pas assez d'état, ça recouvre pas assez et ça va pas non plus. Regarde un peu comment je fais. Le travail de Mouloud est de faire disparaître l'interstice entre les parties métalliques qui constituent la courbure au-dessus de la fenêtre avant de la 2 chevaux. Il prend de la main gauche un bâton d'une matière brillante, de la main droite son chalumeau, coup de flamme, une partie du bâton fond. Mouloud étend soigneusement cette matière à l'aide d'une palette de bois, la fissure disparaît. Non, ça ne m'a pas l'air trop difficile. Pourquoi ne me laisse-t-il pas essayer? Tu commenceras toujours assez tôt. Midi et quart, cantine. 3 quarts d'heure pour manger. Mouloud, chouf ta fesse. C'est bon ça. Mais ça m'intéresse pas, c'est pas bien. C'est pas grave. Moi j'ai la famille et les enfants, la banque, la Philippe. Pas comme ça d'autres. Lui au moins il est célibataire, il peut s'amuser quoi. La revue porno dans la poussière et la crasse des combinaisons grisâtres. Impression pénible. Fantasme de prisonnier. Allez, à toi maintenant. Tiens, comment vous faire? Je m'embrouille dans l'ordre des opérations. Le chalumeau, le coup de palette, le bâton main gauche, le chalumeau main droite. Moi, je n'y arrive pas. C'est la panique. Chacune de mes soudures est à refaire. Arrête un peu de t'affoler comme ça. Regarde un peu comment je fais. Il travaille avec application et régularité. Pas de gestes ni de mots superflus. Pourquoi ses draps et ses doigts savent-ils travailler et pas les miens? Je suis M2. En œuvre. Moi qui ne sais rien faire, on m'a embauché comme OS, ouvrier spécialisé dans la hiérarchie des pas grand-chose, pourtant au-dessus de manœuvre. La répartition est raciste. Les Noirs sont M1, tout en bas de l'échelle. Les Arabes sont M2 ou M3. Les autres immigrés européens sont en général OS1 et les Français OS2 d'office. On devient OS3 à la tête du client, bon vouloir des chefs. 6h moins quart. La chaîne s'immobilise. Mouloud vient de finir la 148e voiture de la journée. Allez, salut. À demain. Je reste un instant dans l'atelier qui se vide, la tête bourdonnante.
les jambes incertaines. Le premier jour d'usine est terrifiant pour tout le monde. L'insulte et l'usure de la chaîne, tous l'éprouvent avec violence. L'ouvrier et le paysan, l'intellectuel et le manuel, l'immigré et le français. Des mois et des années là-dedans? Non, plutôt la fuite, la misère, l'incertitude des petits boulots, n'importe quoi. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Dès que je ferme les yeux, je vois défiler la procession sinistre des carrosseries grises de 2 chevaux. La sonnerie du réveil. Déjà 6 heures, je suis courbattu, aussi épuisé qu'hier soir. Qu'ai-je fait de ma nuit ? Jamais ils voudront reconnaître la maladie professionnelle de l'État. Moi, ils me changeront de poste pour que je commencerai à cracher des poussières. C'est tout. Alors pourquoi? Alors il me tue ou merde? Allez, viens. Des escaliers, couloirs encombrés, terrifiant vacarme des presses, avec fonce des caristes. Ah mais Fait de froid, fait de chaleur, puis une salle qui me paraît immense, tout un défilé de voitures colorées et brillantes, un choc après la grisaille des tôles de l'atelier de soudure. Je saisis tout ça en pas de charge derrière le contremaître. Nous entrons dans une grande cage vitrée. Son bureau. il attend là. J'attends, sans rien dire, sans bouger. Je suis un peu gêné de mon échec à l'état. Va lui montrer les vitres. Bon, t'as une espèce de poudre, comme du talc, pour éviter que le caoutchouc glisse. Ouais. C'est un maillet. Il faut que tu vises correctement pour que le caoutchouc s'emballe exactement. Le poste de Bonnie. Il faut que tu fasses au moins 320 vitres par jour. Compte de vitres à l'heure. Ça va aller? Vas-y. Sur 3 vitres, j'en rate 2. Un gaillard a quitté son poste et sans nous dire se met à gainer mes vitres. En 10 minutes, il en fait 6 ou 7. À la pause de 8h15, je le remercie. Oh, c'est rien. Oh, c'est rien. 3 Yougoslaves occupent des postes successifs au montage des serrures complètes. Oh, travail délicat. Petite vis à placer dans les coins. Travaille vite. On arrive à recomposer nos 3 postes en 2. L'un d'entre nous peut être libéré en permanence. Par roulement. Mais pour aller fumer tranquillement aux toilettes, ou faire la conversation au fil de la sellerie. Elle est là, Georges, c'est le chef de bande
dans la communauté yougoslave de l'usine. Chez Citroën, on concentre. A choisi les Yougoslaves, à Javel, les Turcs. Ils arrivent par village entier, trimballant intacte leur hiérarchie féodale. Vertigineux tourbillon de nations et de cultures que la misère et l'extension mondiale du capitalisme jettent en miettes dans les multiples canaux de drainage de la force de travail. Camarades turcs, yougoslaves, algériens, marocains, espagnols, portugais, maliens. Je n'ai connu que des bribes de votre histoire. Qui pourra jamais raconter cette longue marche qui vous a happé vers ce travail? Les vampires, recruteurs de main-d'œuvre, les laquais des multinationales venus écumer la misère, les bureaucrates, les passeurs, les bateaux, les camions surchargés, les cols passés à l'aube frileuse et l'angoisse des frontières. Cantine, 45 minutes. Reprise. Alors, il y arrive? Ah non, non. Ah bah non, il va pas y arriver. Bah y a qu'à le mettre au siège puisque Fernandez est toujours pas revenu. C'est une idée. Allez. Bon, à la sellerie, ils sont 3. Une femme, 2 hommes, debout devant des chevalets. Faire un siège, c'est quand on est dans la boîte 50 crochets, 50 coups de pouce. Faut faire au moins 75 sièges par jour, 3750 coups de pouce. Compris? Allez, au boulot. Et ici aussi, au boulot. Ah, Je regarde rêveur les pouces couverts de bandages des 3 autres qui opèrent avec une rapidité mécanique. La femme travaille à toute vitesse, en pantoufles. Elle ne parle à personne. En fin de journée, elle dépasse toujours les 90 sièges. Elle fonce, inaccessible, murée dans son acharnement à produire. Il paraît qu'elle est là depuis longtemps. Hein? Comment fait-elle, cette femme machine? Non mais si la folle continue comme ça, ils vont encore relever de bonnie. À cause d'elle, on est à 75. Avant, c'était 60 sièges par jour et on était 5. Maintenant, c'est 75 et on n'est plus que 4. Merde. Breton, maladif et tuberculeux, il s'appelle Christian. Novembre. Les journées raccourcissent. Nous sortons le soir, il fait nuit. Nous reprenons à lampe. Bah, il fait nuit. Il faut attendre le samedi pour voir le jour. Merde. Je me suis forgé une petite tactique individuelle. Un effort intensif le matin pour commencer. Un rythme plus paisible avant le repas et après pour digérer. Le jour, il est froid. Hein. Bon. Encore 2 et je m'accorde une cigarette. Je suis fatigué dès le matin. Les odeurs m'écœurent. Où vont-elles toutes ces 2 chevaux? Ces objets qui dévorent Stéphane, Pavel, Sadok, Toulouse, Christian, la femme des sièges. Il est malade. Il faut l'envoyer à l'infirmerie, chef. Il a failli tomber dans les pommes tout à l'heure. d'accord, je lui fais un bon. Ah oui, Pour moi, c'est fini pour le moment. Je quitte mon poste. Volupté de ne rien faire. Les premières minutes sont grisantes. Le médecin du travail. Tout le monde ici le hait. On l'appelle le vétérinaire. Le docteur, c'est un salaud. Il donnerait de l'aspirine à un mort. T'es pas content, la porte est ouverte. Ça va, j'ai rien dit de vous. T'as rien dit? Non, menteur.
compris et savent que pour les médecins de Citroën, donner moins d'arrêt de travail, ça veut dire toucher plus de primes. Réexpédier FISA les malades à la chaîne, c'est aussi ça, le rendement. Je rends le thermomètre, 40 degrés. Le fichu médecin me signe 3 jours d'arrêt. Je suis chez moi, au lit. Je songe avec violence à des choses douces, de la soie, la peau d'une femme parfumée, pour rejeter tout cela, la poussière, le caoutchouc, le métal. Je plonge dans une fantasmagorie de soleil et de mer, de brisures chaleureuses. Les machines retiennent leur souffle pour l'explosion de 7 heures. Chacun reconnaît son poste, ses outils. Les 50 cm² de son univers. Assis ou adossé, on se concentre pour savourer les 2 ou 3 minutes d'oisiveté qui nous restent. Allez, suis-moi. Bon, ça veut dire que je change de poste. Allez, ça part. Allez. Oh. Allez. Décharger les balancelles. Ici, c'est le terminus de la chaîne aérienne. Les caisses-pannes des 2 chevaux arrivent directement ici, suspendus à des crochets spéciaux. Tu vois, c'est ça les balancelles. Hein? T'as une craie pour marquer les pièces défectueuses. Celles-là, elles partiront en retouche. Est-ce que c'est compris? Oui. Bon. Là. Alors c'est toi maintenant? Eh ben bienvenue! Le manœuvre en charge des chariots est un Français assez âgé. Je lui trouve une tête d'instituteur ou de professeur. Pas le temps d'engager la conversation, il a déjà filé avec son chargement de capot. Décrochage des balancelles. Nouvelle routine. Jamais je n'avais autant perçu le sens du mot économie. Économie de gestes, de paroles. Cette mesure intime d'énergie que chacun porte en lui et que l'usine pompe. J'ai mes habitudes. Saluer les Yougoslaves et Christian qui viennent bavarder aux pauses ou en fin de journée. Simon et ses chariots. L'air toujours inquiet.
Un matin, il vient me voir à la pause. Il paraît bouleversé. Est-ce que tu pourrais me prêter 100 francs? Ma femme est malade. Une pleurésie. J'ai plus de sous pour les médicaments. J'ai cette somme sur moi. Il est soulagé. Je lui demande pourquoi il les manœuvre et s'il ne peut obtenir de Citroën un emploi mieux payé. Bon, bah, je peux pas me plaindre, hein, tu sais, ils ont déjà fermé les yeux. Un casier judiciaire. Il me raconte l'affaire. Sa femme constamment malade, les poumons. Ah, tu comprends, les médicaments, les frais de médecin, je pouvais plus payer le loyer, alors huissier, saisie, expulsion. Je me retrouve à la rue avec ma femme. Dans la précipitation, on a oublié les affaires personnelles. À l'intérieur, elle s'est libère. Il faut bien les récupérer. Alors moi, j'ai laissé de la porte et puis j'ai récupéré mes bricoles. Pour ce crime, violation de domicile, on l'a traîné devant un tribunal. 3 ans de prison avec sursis. 3 ans. Depuis, il trimballe un casier, vit dans une peur permanente, se contentant des emplois les plus mal payés. Il file tout pourvu qu'on ferme les yeux. Les gardiens font des fouilles fréquentes à la sortie de l'usine à la toile. Fais voir ta veste, ça m'a l'air bien gonflé. Fais voir ta serviette. Jamais on fouillera la voiture d'un cadre alors qu'on sait très bien qu'il se sert. Ah, pour eux, l'impunité est assurée. Mais le pauvre type, on aura plus qu'à sortir un tournevis. Ah, mais lui, il est sur les licenciés sur le champ. L'histoire de Simon m'a glacé. Il me raconte sa vie par bribes. Un jour, entre 2 chariots de portière, il me confie soudain sa déception de n'avoir pas eu d'enfant et son angoisse de la solitude s'il arrivait malheur à sa femme. Il fait semblant de filer doux, mais sa révolte est toujours là. Ah ouais, ça ouais, tu peux le dire. Il a des sournoiseries de gamin. Il s'exalte en me racontant mai 68 à Choisy. Junot, l'agent de secteur AI, pendu en effigie à la grande porte. L'usine occupée et barricadée. Je rendais des services aux camarades du piquet de grève, mais toujours en douce, hein. Entre ses chariots, il rêve à haute voix de la révolution et ses yeux pétillent pendant qu'il me parle. Mais dès qu'apparaît un chef, il rentre la tête et s'affaire à trimballer ses capots. Il y a, autour de la grande chaîne, une vie sociale touffue qu'exacerbe la présence de nombreuses femmes en sellerie. Christian a toujours un avis sur chacune. Un après-midi à la pause, les Yougoslaves sont là aussi. Et plus loin, une blonde, très maquillée, est en grande conversation avec Dupré, le chef d'équipe. Ah la salope, elle sort avec les chefs. Mais pourquoi tu dis ça? Oh! Mais c'est pas facile la vie pour une femme seule, hein? C'est les chefs qui profitent, pas elle! Il a raison, un petit con. Quelques jours plus tard, je sors de l'usine avec Christian et nous croisons la même femme dans la rue. Elle tient par la main un petit garçon. Elle marche droite, le dévorant du regard, tout à son orgueil de mère. Rien à voir avec la coquette que nous avons vue se mettre bien avec le chef. Tout ce qu'elle fait, c'est pour son gosse. Christian me jette un regard honteux. Plus jamais il n'a fait de réflexion sur les femmes de l'atelier. Nous sommes là, comme des imbéciles, à contrôler, retoucher, surveiller,
C'est nous qui sommes surveillés par ces surfaces-lignes, toujours identiques, hein. Et sans parler des chefs. Faut les voir s'agiter, les cols blancs ou les commerciaux, ou sculpter la matière ou les plaques chimiques, se demander si c'est pas trop chaud ou trop froid, ouais. Pour la bagnole, bien sûr. Nous, on peut créer tu vois, on le dit dans les courants d'air. Attends. Ils s'en foutent. Ils nous voient pas. Nous les ouvriers, nous sommes gris, sales, fripés. La couleur, c'est l'objet qui l'a sucé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait un noir, Cousteau, qui parlait mal le français. Tout à coup, il s'est mis à hurler, il s'est jeté sur les bagnoles en brandissant son tournevis. Là, il en a serré une bonne dizaine de capots, hein, avec un troupeau de bleu de maîtrise. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben, ils lui ont fait une figure et ils l'ont mis dans une ambulance et il a atterri à l'asile, À l'asile, ils l'ont gardé pendant 3 semaines. Puis ils l'ont renvoyé chez lui en disant c'est pas grave, hein, dépression nerveuse. Alors Citroën l'a repris à la chaîne. Mais non, au pony. Juste à côté de l'ancien boss. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait à l'asile, hein. Mais il était bizarre. Tu vois, il parlait plus là, qui est inexplicable sans dire un mot, presque sans bouger. Et tu vois, il est mobile comme une pierre. Et un jour, on l'a plus vu. Je sais pas ce qu'il est devenu. Décembre au Balancelle. Qu'ai-je fait d'autre en 4 mois que des 2 chevaux? Je ne suis pas entré chez Citroën pour fabriquer des voitures, mais pour faire du travail d'organisation dans la classe ouvrière, pour contribuer à la résistance, aux luttes, à la révolution. Dans nos débats d'étudiants, je me suis toujours opposé à ceux qui concevaient l'établissement comme une expérience de réforme individuelle. Pour moi, l'embauche d'intellectuels n'a de sens que politique. L'usine est immense. 1200 personnes. On ne peut pas connaître tout le monde. Chacun ici est un cas. Chacun son histoire. Chacun rumine sa tactique et tâtonne à sa manière, à la recherche d'une issue. Qui peut imaginer qu'il fera une carrière d'OS? Mon rêve de rentrer chez soi et d'ouvrir un petit commerce. Beaucoup s'acharnent au tiercé. Et puis, il y a des trafics, au dehors. Et il y a aussi le travail à la chaîne, au noir, le samedi et le dimanche. Après la semaine que t'as vécue, tu peux y laisser ta peau. Christian, le breton tuberculeux, est toujours à la sellerie, exaspéré par le déroulement stupide des jours. 9h15 de coups de pouce, caoutchouc, siège. Par-dessus le marché, il se débat dans un sac de nœuds avec sa petite amie. La famille voit d'un mauvais œil que la fille fréquente un ouvrier. J'habite un foyer Citroën. Une discipline de caserne, on n'a pas d'endroit où se voir. Mais maintenant, ils ont trouvé une petite chambre de bonne. Christian nous raconte ses week-ends. Comme on n'a pas d'argent, on reste au lit toute la journée, à tricoter, Sûrement, si l'occasion se présente, Christian fera quelque chose. Je lui ai parlé de la Chine, du Vietnam. Pas mal ton bouquin. Mais tout de suite, il a changé de sujet. Sadoc m'invite souvent à la chope, le café d'à côté. Tu prends un demi? Presque toujours, il reste silencieux devant sa bière. Il sourit, content d'avoir un peu de compagnie. Des brides d'indications qu'il me donne, je comprends qu'il n'a pas de racines, même en Algérie. Tu sais, la guerre, elle a tout rasé. Personne qui m'écrit, il n'y a plus rien pour moi là-bas. Un jour, il est venu me voir très ennuyé. Son logeur l'avait mis à la porte. Il ne savait pas où dormir. Il avait peur d'être ramassé par la police.
Je l'ai hébergé le temps qu'il retrouve une place dans un foyer. La peur fait partie de l'usine. Elle a le visage de tout cet appareil de répression qui nous entoure. Gardien, chef d'équipe, contremaître, l'agent de secteur aussi. Le nôtre, Junot, est un ancien militaire à la retraite. Quand on nous appelle au bureau, on a toujours un petit pincement au cœur. Pourtant, la peur, c'est bien plus encore que cela. Ce n'est que la partie émergée du système de flicage de la boîte. La peur soigne de l'usine. C'est la dictature des possédants par la toute-puissance des objets. Quand tout marche tout seul, et que le vacarme cumulé se répercute en permanence dans nos têtes, nous nous souvenons que nous sommes des hommes, plus fragiles que les machines. J'ai pris ma carte de la CGT. Et de ce côté, c'est bien calme. La section syndicale gère le comité d'établissement. Cantine, colonie de vacances, œuvre sociale, et y absorbe l'essentiel de ses forces. Non mais ça arrive qu'un tract circule pour dénoncer le sabotage du CE par le patronat. Exactement. Ce jour-là, quelques gars rentrent au vestiaire 1 heure avant les autres, mais les chefs les font aussitôt remplacer, et la production continue comme si de rien n'était. Pour la plupart des ouvriers, le syndicat fait partie des institutions de l'usine. Au début du mois de janvier, je suis allé à la réunion annuelle de reprise des cartes. Eh, il y avait 15 personnes. 15 personnes autour d'un apéritif. Pourtant, la résistance est là. Je la devine, enfouie sous les collectivités nationales immigrées, murmurée en arabe, en serbo-croate, en portugais, dissimulée sous une feinte résignation. Ou plus modestement, elle s'incarne dans la simplicité d'un geste d'entraide. Des attitudes aussi. Se tenir droit, veiller à son allure. À cet égard, le vestiaire me fascine. Chaque soir, une métamorphose collective spectaculaire s'y produit. On veut sortir propre, mieux, élégant. Plus encore que dans l'analyse politique. C'est là, dans ces infimes manifestations de résistance, que je trouve mes vraies raisons d'espérer. Attends! Il finira peut-être par se passer quelque chose. Et ce quelque chose se produisit enfin. Les bonnes années de trac, là, il y a eu des bastons à Javel, là. Les gars de la CFT qui sont venus pour empêcher les gens de travailler. Au mois de janvier, la rencontre avec Primo d'abord, puis une provocation de Citroën en forme de note de service. Je fais la connaissance de Primo à l'occasion d'une distribution de tracts avec Georges. Il fait encore nuit, les ouvriers qui entrent prennent le tract et le glissent dans leur poche sans s'arrêter. Seul un ouvrier, droit dans son manteau, fait halte. C'est vrai ce qu'ils disent là-dedans. On va quand même pas se laisser taper dessus par ces salauds sans jamais rien faire. Hein? Bravo, camarades, vous n'avez pas peur. Et c'est bien. Il nous serre la main comme s'il s'était agi de la signature d'un traité. Ce n'est pas un geste léger. Depuis quelque temps, les hommes de la CFT provoquent régulièrement des bagarres et essayent de terroriser les ouvriers qui prennent les tracts. À Javel, il y a déjà eu des blessés sérieux. Manifester sa solidarité comme vient de le faire le petit homme en manteau, c'est courageux. Allez, il faut que j'y aille. Salut les gars. Et tenez bon. Maintenant, je vois souvent Primo. Il travaille à l'atelier de peinture, au 84. Vapeur nocive, poumons attaqués, benzolisme et maladie du sang, mais aussi l'atelier le plus combatif. Primo est sicilien. Il parle très bien le français. Les responsabilités se sont abattues sur lui très tôt. Aîné d'une nombreuse famille paysanne,
Les mauvaises récoltes et le chômage du Mezzogiorno l'ont décidé à émigrer. Tout l'intéresse. Primo a une connaissance précise du système Citroën. Jamais il ne dit « nous les métallos » parce qu'il parle sans emphase, mais quelque chose dans sa façon d'être l'exprime en permanence. Les métallos de Citroën, ceux de Fiat, ceux de Ford, ils font les mêmes gestes. Ils sont pris dans les mêmes engrenages. Primo ne s'empêtre pas d'abstraction. Le sort a fait de lui un ouvrier Citroën, et c'est ici que ça se passe. Syndiqué de base, il n'a d'autre responsabilité que l'idée qu'il se fait de la dignité d'ouvrier. Vers le 15 janvier, une brève note de la direction affichée dans tous les ateliers nous avertit que dans 1 mois, la récupération reprendra. Récupération. Mot amer. Retour de bâton de 1968. Pendant les grèves de mi-juin, les ouvriers avaient obtenu quelques avances. Nous, on l'avait pris comme un paiement des jours de grève. Mais Citroën ne l'entendait pas comme ça. À compter du lundi 17 février 1969, l'horaire de travail sera porté à 10 heures. La fin de journée étant fixée à 17h45. L'embauche reste fixée à 7 heures et la durée du repas du midi à 45 minutes. Bon, la moitié des 45 minutes de travail supplémentaires par jour sera retenue à titre de remboursement des avances consenties au personnel au mois de mai et juin 1968. Comme s'il y avait une clause secrète. Et c'est pourtant pas difficile à comprendre, merde. On va travailler à nouveau 10 heures par jour parce que ça les arrange. Et là-dessus, 20 minutes gratos. Ah, ça vous plaît pas? La porte est ouverte. Primo, ulcéré, avait aussitôt couru voir le délégué auquel il faisait le plus confiance, Klassmann, pour lui demander comment la CGT avait l'intention de réagir. Klatzmann est discret et dévoué, mais submergé. Il conçoit plus sa tâche comme une série d'interventions au coup par coup que comme un travail d'agitation. Il a promis de poser la question à la prochaine réunion CGT. Il revient 2 jours plus tard. Je suis embarrassé. Après consultation des bureaux CGT des autres usines Citroën, il est apparu que le rapport de force ne permet pas d'engager une action. À l'automne 68, 2 militants avaient débrayé sans être suivis. On ne peut pas se permettre de recommencer. Ça découragerait la base. Papa, je suis furieux de revenir à 10 heures par jour. Je retrouve Primo au bistrot. Il faut s'organiser sans le syndicat. Le jour venu, il faut faire grève. Je suis d'accord. Je me chargerai, avec l'aide des camarades de l'extérieur, de tirer et de diffuser les tracts. Et puis, j'explique à Primo ma situation personnelle. Le fait que je sois établi. Il n'est pas surpris. Ah, ça peut aider les ouvriers à voir plus large. Et ça peut ramener les étudiants révolutionnaires un peu plus sur terre. Tu vois, toi aussi, il y a des enfants de bourgeois pour choisir l'autre camp. On fait un compte rapide de tous ceux que nous pourrons contacter. Reste à fixer une date de réunion. Vendredi, c'est bien, on termine plus tôt. Préparez la réunion. Ouais. Je m'y mets aussitôt, profitant des pauses, de la cantine, du vestiaire, au café souvent. Par la même occasion, j'entreprends d'expliquer mon établissement à tous ceux que je pense connaître suffisamment. Si nous devons agir ensemble, le dissimuler serait malhonnête. J'en ai parlé à Sadok. Je lui ai dit que j'avais fini des études pour être professeur. Alors tu pourrais vraiment être professeur ou travailler dans des bureaux. Ouais. Tu es complètement marrant, toi, en fait.
Les Yougoslaves, eux, enregistrent sans faire le moindre commentaire. Comme la plupart des autres. Ah ouais. Et vous êtes beaucoup comme ça Pourquoi on en parlerait plus que ça À l'extérieur, ça paraît spectaculaire. Les journaux en font tout un plat. Ici, mais pas grand-chose. Ouais. Les bourgeois s'imaginent toujours avoir le monopole des itinéraires personnels. Ils ont le monopole de la parole publique, c'est tout. Les autres vivent leur histoire avec intensité, mais en silence. Merde. Personne n'est né OS. On le devient. À l'usine, on parle rarement d'une personne en disant l'ouvrier qui. On dit la personne qui travaille à la soudure. C'est tout. Je ne suis ni l'ouvrier, ni l'établi. Je suis la personne qui travaille au balancelle. La seule vraie différence avec mes camarades, c'est que moi, je pourrais toujours reprendre mon statut d'intellectuel. Je me fais la promesse de rester à l'usine aussi longtemps que l'on ne m'en chassera pas. Vendredi, 4h30, nous sommes une vingtaine au Café des Sports. Bruno. Georges et 5 autres Yougoslaves sont là. Simon aussi. Sadok est arrivé en retard. Mouloud n'est pas là. Il m'a dit qu'il ne viendrait pas, mais qu'il était d'accord avec nous. Peut-être plus tard. La réunion est brève. Organiser le refus de la récupération par la grève et débrayer tous les jours à 17h à partir du 17 février. Alors, la première chose à faire, il faut contacter le plus de monde possible. Et pour ça, il faut rédiger un tract. Je suis d'accord. Je vois pas comment on peut y arriver. Hein. Ah mais bon, non, mais moi je connais pas mal de Yougoslaves et on s'arrêtera le 17 février à 17h. C'est un truc que je peux encore réserve. L'usine peut encore tourner, hein. Ça ne bloquera pas la grande chaîne. Alors, si l'atelier 85 s'arrête, là c'est gagné. Et si il y a des gens des 85. Alors, personne. Ceux qui vont me tomber exactement. C'est sûr qu'une vingtaine de gars sur 1200, c'est bien peu, mais l'usine c'est un monstre à arrêter. Non mais Georges a raison. Une vraie grève, c'est bloquer la production. Sinon on sera écrasé et ce putain de système culturel en sortira renforcé. Il faut construire la grève patiemment. C'est la guerre des classes, camarades. Au niveau là, en piste. Et si un groupe va aller couper le courant du 37 à 50 000, mais non, mais ça va grave, si tout est distancié en un quart d'heure. Non, il faut bloquer la production, hein, bloquer la grande chaîne. Sur la grande chaîne, il y a des Algériens, des Tunisiens, des Yougoslaves, des Maliens, des camarades de pays encore. Alors, il faut faire un contrat. Et faut le traduire. Ah, d'accord. 1000 exemplaires en français distribués à la grande porte, plus une centaine dans chaque langue. Ça va. Alors maintenant, rédigez le texte. Pourquoi nous refusons la récupération? On peut parler de la fatigue des journées de 10 heures. Oui. On peut parler aussi des locaux insalubres. Et du racisme des chefs. Ça sert à rien. Ça sert à rien de toutes ces histoires. Enfin, si par contre nous faire travailler à 10 heures par jour, c'est pour nous humilier. Et qu'est-ce qu'on est, nous? Hein? Des chiens. Fais ci, fais ça, ferme ta gueule. Non. C'est une question d'honneur. Il n'y a qu'à dire ça, question d'honneur. Je leur ai dit ce que Primo vient de dire d'un trait. On change 2-3 mots. Tout le monde approuve. Il faut une signature, on va qu'à mettre signé le comité de base de Citroën choisi. Hein, et puis on se réunit vendredi prochain. Pour faire le point. Il fait très froid. De l'autre côté, l'usine n'est plus qu'une masse sombre, inerte jusqu'à lundi. On reste immobile un instant, brusquement vidé. La lutte qui commence ici et maintenant, tant d'espoir, ça saoule. Alors, ces spaghettis, on va les faire, oui? Allez, andiamo! En mangeant, nous construisons notre
notre grève. Les balancelles, ben, c'est un poste stratégique. De là partent les éléments de carrosserie que Simon distribue le long de la grande chaîne. Ben, les tracts n'ont qu'à prendre le même chemin. Simon, ravi, les enfouit sous sa veste avec des gestes de conspirateurs. Les tracts font forte impression, hein. On en a affiché partout, et même dans les chiottes. Un camarade l'a lu en arabe. Il est venu me serrer la main, il a dit qu'il s'arrêterait à 17h, promis. À la deuxième réunion du comité de base, nous sommes une trentaine. Je garde de cette période le souvenir d'un fonctionnement naturel, presque paisible. Cette fois, les humiliations de la vie quotidienne ne se perdent pas dans un puits sans fond. Les chefs peuvent nous insulter. On leur a ouvert un compte secret. Chaque fois qu'ils alourdissent une nouvelle injustice, on se dit rendez-vous le 17 février. On a élargi notre horizon commun. Le matin, à la pause, on s'installe sur la 3e marche de l'escalier qui monte à l'atelier de peinture. Au lieu des taches de glaise et des sandwichs, on tient des petits meetings politiques à 6 ou 7. On va d'abord attaquer les casernes pour prendre des armes. Dans ces cas-là, ce ne sont jamais les armes qui manquent. C'est le courage de s'en servir. Les armes, on en trouve toujours. À cet instant précis, dans leur l'unité de la défaite fait un supportable pour le nom de la dignité, pour la mise des tracts, regarde les grèves, le massacre, je suis formidable. Comment savoir si interdit il fallait faire les gens par contre, vous voyez, ça revient bien normal. Est-ce que les manifs... Ça y est, 5 heures. J'arrête les balancelles et j'enlève mes gants. Lentement, pour faire voir autour de moi que je débraye. Simon s'est mobilisé aussi. Le vacarme, il me semble que ça diminue. Georges dépose ses outils. Stéphane et Pavel emballent. J'écoute la grande chaîne. Oui, elle fait de moins en moins de bruit. Encore quelques coups de vrille, de marteau isolé, et le silence. Il est 5h01. L'atelier de la grande chaîne est arrêté. Mais tout n'est pas joué. Quelques dizaines d'ouvriers ont quitté leur poste. La plupart sont restés sur place. Ils travaillent plus vite, s'entendent. Allez, j'arrête, ça va être partout. Laissez travailler les gens. C'est une entrave à la liberté du travail. Je relève les noms. Nous sommes décidés à ne pas nous battre. Nous savons bien que c'est ce qu'ils cherchent. Un coup, une empoignade, et ce sera le licenciement immédiat. Vous n'avez pas le droit. C'est une vraie manifestation de quelques 200 ouvriers qui parcourent l'usine immobilisée. Les machines se sont tues. Toute l'usine s'est arrêtée pile à l'heure pour distribuer les tracts. Tous les ateliers sont arrêtés. Il y a plus de 400 grévistes. Maintenant, pas de voiture, les sorties après 5 heures. Il faut tenir. Nous rédigeons un tract. Le nombre de grévistes, un nouvel appel à la grève. À nouveau, les traductions, la Ronéo. Tout est prêt. Tard dans la nuit.
trouve pas le sommeil. De brefs assoupissements, déchirés de visions. Les bidonvilles déferlent sur Neuilly. Une grande liesse de prolétaires sur les Champs-Élysées. La vieille société tétanisée voit incrédule se répandre une joie inédite, incompréhensible. Nous organiserons notre travail. Nous produirons d'autres objets. Nous serons tous savants et soudeurs, écrivains et laboureurs. Nous dissiperons l'abrutissement et la routine. Sadoc et Simon n'auront plus peur. Mardi 18 février. L'usine est conçue pour produire des objets et broyer des hommes. Ce mardi matin, à la première heure, la machine anti-grève de Citroën s'est mise en marche. Hier, les chefs nous ont fait un coup du mépris. Aujourd'hui, changement de tactique, ils sont présents. L'usine entière résonne de leur coup de gueule. Javier va parler au gardien. Il se dirige vers la pointeuse et revient avec une liasse de fiches. Et chacun se demande, est-ce que c'est ma fiche qu'il a en ce moment sous les yeux? Il fait son travail, c'est tout. Casser la grève, c'est son boulot. À la cantine, Primo pense que les peintres tiendront. Au 86, ils sont moins optimistes. Tout est urgent à faire dans l'heure qui suit. Du transport en retard depuis 15 jours. Le rythme déchaîné des Fenwick. Pas moyen de faire 20 mètres dans l'atelier sans frôler l'accident. Émietté, éclaté en gestes indéfiniment répétés, votre travail peut être un supplice. Nous l'oublions parfois. Quand la relative torpeur et la régularité de l'atelier nous ouvrent le fragile refuge de l'habitude. Mais eux, les chefs, ne l'oublient pas. Et nous voici à vif. La fatigue multipliée par l'énervement. Prenant de plein fouet ce travail d'OS pour ce qu'il est. Insupportable. Ah, vous refusez de travailler 3/4 d'heure de plus. Très bien. Nous allons vous montrer que vous restez en notre pouvoir. Vous êtes patient. Nous le sommes encore plus. Je t'ai entendu. Nous avons les moyens de vous contraindre au départ. Le système a une logique rigoureuse. Le travail est épuisant, mais la grève l'est encore plus. Il faut faire attention, parce que la surveillance, elle est forte. On a refait le pointage. Il y a des défections, mais ça a l'air de tenir. Certains non-grévistes d'hier ont annoncé qu'ils se joindraient à nous ce soir. Mardi après-midi, après la reprise, nouvelle entrée en scène. Les interprètes. Ah, on peut en engraisser des gens avec la plus-value des ouvriers à la chaîne. Les interprètes Citroën, la langue bien pendue. Les bourgeois, marocains, yougoslaves, espagnols qui quadrillent tout, carte de séjour, de travail, contrat.
immigrés qui parlent mal ou pas du tout le français. Ce sont le passage obligé dans la société officielle. Vers ces bureaux, ces règles mystérieuses. Non mais monsieur l'interprète va t'arranger ça. Monsieur l'interprète est ton ami. Aujourd'hui, ils montrent leur vrai visage. Ils sont dans tous les ateliers, ils parlent aux grévistes. Dans toutes les langues, le même petit discours. Mais écoute Mohamed, mais hier tu as fait une bêtise. Bon, pour une fois on va passer l'éponge, mais si tu recommences, tu vas avoir de gros pépins. Plus la peine de venir me voir pour un papier ou quoi que ce soit. Ah non, 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 non. Si tu débrayes à 5 heures, je te connais plus. Terrible menace. Sans interprète, certains se retrouveraient dans la nuit. Tout le monde sait que ça existe. Chantage, menace. Aussi. C'est comme ça qu'on fabrique des voitures. En écrasant la matière humaine. Bientôt 5 heures. À l'approche de l'échéance, la tension se fait plus dure. Et puis ça va très vite. 5 heures, départ vers les vestiaires, immobilisation des chaînes. En quelques instants, l'atelier s'est vidé d'un tiers. Les restants peuvent pas reprendre. Trop de trous à combler. De nouveau, le café des sports. Faire le point. Tous, nous avons ressenti la différence de ce débrayage en silence. Hier, c'était l'explosion de joie, mais aujourd'hui, chacun des grévistes a quitté son poste sans un mot. Les visages étaient graves. Ouais, toute la journée, hein, on s'est senti épié. Hein, on a dû se réfugier aux chiottes pour discuter, alors. 300 grévistes, 102 mois que la veille. Mais ça va, après tout le monde. ça va, Par mais choisi, ça va, pas sur rien, dans les usines Citroën de la région parisienne. Oh, on est isolés. Ouais, la CGT a distribué son tract contre la récupération la semaine dernière. Depuis, on les a pas vus. Mais il faut faire un tract pour les agents de maîtrise. Mais non, mais si, pour les appeler à ne pas Mais les grévistes sont à la CFT. C'est eux les prisonniers officiels. On s'adressera à l'ensemble des cadres, aux chefs d'équipe. On leur dira, votre travail ne devrait pas être un travail d'intimidation. Pour vous aussi, c'est une question de dignité. Et le droit de grève existe. Rédaction laborieuse. La soirée a été longue. On ne trouve plus nos mots. C'est déjà le matin brusque. Devant l'usine, 6h45, nous distribuons nos tracts. Ça arrive d'un coup. 4 types, ils hurlent, foutez le camp. Les ouvriers veulent travailler. C'est du chef. Les mecs de la CFT. Vous n'êtes pas des ouvriers. Vous êtes des flics à la solde du patron. À la journée, Junot repart à l'attaque. Commence alors un drôle de manège qui m'intrigue. Un régleur va leur relever le malien des châssis et l'envoie au bureau. Le malien rentre dans le bureau et je le vois ressortir 2-3 minutes après, complètement bouleversé, et regagner sa place. Ensuite, le régleur va relever un portugais. Le gars fait une drôle de tête en sortant. Et puis c'est au tour de Stéphane. Un autre gars, un autre encore. C'est la convocation individuelle des grévistes. À tous, Junot a tenu le même discours. Quitter son poste à 5 heures du soir. C'est illégal. C'est une rupture du contrat de travail. Savez-vous ce que ça veut dire au moins en français, contrat de travail et contrat de travail? On n'est pas dans un pays de sauvages. Ici, il y a des lois. Dans des cas pareils, la direction a le droit de licencier sans préavis. Et à ceux qui sont logés en foyer Citroën, il est rappelé que c'est une bonté à laquelle la direction a le droit de mettre un terme immédiatement. La France vous accueille, mais il faut respecter les lois. Ah oui. Seuls les immigrés sont appelés. De toute façon, c'est l'écrasante majorité. Et dans la bouche de l'agent de secteur, le vouvoiement même porte une menace implicite. Mais faites attention, monsieur Benaboud. Non, ce monsieur,
Aucun respect. Tout le reste de son attitude nous traite de sales bougnoules en permanence. L'après-midi, Junot continue. Sa méthode est simple et efficace. Il faut que chaque gréviste se sente individuellement repéré. Quand commence à l'approche de 5 heures les dernières minutes d'attente, il est impossible de savoir ce qui se passera. Et s'il y avait un sursaut général, encore plus de grévistes que le premier jour. 5 heures, les contremaîtres à nouveau postés près des portes, menaçants. Le débrayage. L'atelier se vide en partie, assez pour arrêter les chaînes. Un peu moins massif qu'hier. On fait les comptes. Ils nous ont raboté 50 camarades. La semaine est presque finie. Tenir bon. Nous insistons sur l'illégalité des menaces de Junot. Nous glissons comme des somnambules vers l'aube du jeudi. Le visage creusé de Christian m'effraie. Repose-toi. On s'occupera de la distribution. Jeudi matin. Georges arrive sans s'être rasé. Et il me semble que le manteau de Primo est froissé. Impensable. Mais cette semaine, qui dure depuis toujours, quand finira-t-elle? Demain, c'est vendredi. Sortie à 16h15 pour tout le monde. La direction ne fait pas récupérer ce jour-là. Vendredi 21 février. Nous nous souvenons de l'exécution par les nazis du groupe Manoukian, ouvriers, immigrés, résistants, ceux de la fiche rouge, indomptables, abattus le 21 février 1944. Je suis content que ce 21 février ne nous trouve pas dans la défaite. Samedi, dormir. Dimanche, nouvelle réunion. De l'avis général, il apparaît impossible de bloquer la grande chaîne une semaine de plus. Mais bon sang, nous voulons continuer. Question d'honneur. Le soir même, nous rendons visite aux grévistes que nous connaissons. Mais par groupe de 2, une tournée des foyers. Quand on me laisse entrer. Lundi, malgré les efforts de la veille, malgré la distribution du matin, le nombre de grévistes chute de moitié. La direction comble les trous sur la grande chaîne et assure, grâce à des fumiers de régleurs, la production jusqu'à la fin de la journée. Mardi 25 février, 7h moins 5. Je marche d'un pas rapide vers les balancelles. Sous ma veste, le paquet de tracts que je donnerai dans quelques instants à Simon. Mon poste, Gravier m'y attend. Tu es muté à l'annexe, rue Nationale. Tu dois y être à 7h30. Et prends ton vestiaire, tu ne reviendras pas ici. Je commence à m'éloigner en hésitant. Je lance un regard impuissant à Simon. Impossible de passer les tracts. J'enrage de les avoir là sous ma veste. Tas de papier désormais inutile. Vestiaire. À la porte de l'usine, je montre mon bon de sortie au gardien. Il me fait signe de dégager d'une main molle. Un bref trajet. Le dépôt de pièces détachées Panhard, administrativement rattaché à Citroën Choisy, croupi dans un vieil entrepôt. Ici, 11 personnes, dont un chef d'équipe et un vieux gardien, à moitié sourd. Pendant que je me hâtais ce matin, mon cas avait déjà été réglé là-haut dans les bureaux et je ne le savais pas. Pratique courante de reléguer les gêneurs ou les militants syndicalistes trop encombrants. Le patronat est seul maître de l'organisation du travail. Si la direction décide que vous êtes indispensable à la surveillance d'un KGB à un bon kilomètre de l'atelier où vous étiez implanté,
vous n'avez qu'à obtempérer ou dégager. Ça, je le savais, mais c'est un choc quand même. Tout me manque. Les allers-retours de Simon poussant ses chariots, les petits gestes d'amitié des Yougoslaves, les emportements de Christian, l'accent de Mouloud, les petits meetings de la 3e marche, tout. Albert n'avait plus qu'une occupation vraiment importante au dépôt, compter les jours qui le séparaient de la retraite. Il rêvait à haute voix d'un avenir idyllique, de pavillons de banlieue, de géraniums et de matins silencieux. Il passait son temps à me démontrer avec force calcul l'opération ingénieuse de cumul de congés payés et de gratifications exceptionnelles qui allait lui permettre de partir à la retraite à 64 ans et 6 mois seulement. En 33 ans chez Citroën, jamais un arrêt maladie. Plus que 2 mois à faire. Je vois le bout. Son autre sujet d'enthousiasme était la réussite sociale du fiston, devenu agent de police. Et tu comprends? Il touche jamais rien de ses mains. Il travaille en gants blancs. Tout me séparait d'Albert, et pourtant j'avais l'impression de le comprendre. Quelques mois plus tard, après tout ça, je croise par hasard quelqu'un qui travaille au dépôt. Et le vieil Albert, il a pris sa retraite. T'es pas au courant? Oui, il est parti à la retraite. Et 1 mois après, il est mort. Crise cardiaque. Image fugitive. Un vieil oiseau qui avait toujours vécu en cage. Le corps d'Albert avait été programmé pour 65 ans de vie par tous ceux qui l'avaient utilisé. 33 ans dans la machine Citroën. A choisi, la nouvelle était mauvaise. D'abord, le démantèlement de la grève et puis le démantèlement du comité de base. Simon, Mouloud, Sadok et une partie des Maliens ont décidé d'abandonner à la fin de la 2e semaine et de se plier aux horaires. Ah bah la grève proprement dite en tant qu'action collective était terminée. Ceux qui ont persisté ne faisaient que tenir un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Primo, tu t'es juré de pas plier, hein? Pareil pour toi, moi, Pavel, Stéban et quelques autres. Hein. Ouais, sauf que brusquement, au mois de mars, la direction a déclenché une persécution sévère des ouvriers les plus actifs de l'ex-comité de base. Tombèrent successivement Christian, Georges, Stéphane, Pavel et même Primo. Ah non, mais lui, ça a été le plus dur, hein. Laminage, changement de poste à répétition, et puis un jour, ils lui ont envoyé un gars d'accepter, qui l'a traité de salarital paresseux. Le bilan, un coup de poing et un licenciement immédiat. Non mais... Hey, Citroën a même engagé des poursuites, hein, pour coups et blessures. Non mais oh. Pourquoi ça? Peu après, il avait trouvé à s'embaucher dans une entreprise d'instruments de précision, place d'Italie. Une petite boîte, 20 ouvriers. Nous prîmes l'habitude de nous rencontrer tous les vendredis dans une brasserie du coin. Il arrivait, raide, ponctuel, dans son manteau noir. Tu sais, notre grève, c'est pas un échec.
Ah, c'est pas un échec, parce que nous sommes tous contents de l'avoir fait. Même ceux qui ont été forcés de partir. La direction a pris ça comme un avertissement. On s'en souviendra longtemps. Tu verras. Il y en aura d'autres. Primo avait raison. Rien ne s'oublie dans la mémoire indéfiniment brassée de la classe ouvrière. D'autres grèves, d'autres comités s'inspireront des luttes passées. Primo avait raison, mais au moment où il me parlait, je ne le savais pas encore. Tout occupé à ruminer le rétablissement de l'ordre Citroën. Un matin, aussi brusquement que j'avais reçu ma mutation, je me vis signifier mon retour à Choisy. Ils connaissent maintenant ma qualité d'établi. L'agent de secteur Junot me met à la disposition du contremaître Gravier, qui me met sous les ordres du régleur d'Anglois. Moi. Suis-moi. Attends là. Non mais mis-toi là. Je suis affecté au transport des caisses dans la cour de l'usine. En fait, je remplace à moi tout seul un tronçon de chaîne. Mon nouveau poste s'intercale entre l'emboutissage et la soudure. Bon, à l'arrivée, tu remplaces les chariots, débarrassés de leur chargement, pour les ramener à leur point de départ. 5 par 5, 30 par 5 chariots de fer en retour. Compris? Ouais. Après la casse du comité de base, l'exil, maintenant, les travaux forcés. Non mais dépêche-toi là, hein. Et plus vite. Des corps. Il n'y en a pas. De toute façon, il est là pour en chier, hein. Ton contremaître Gravier s'amuse à venir me chronométrer. Alors, vous en êtes où? Comment seulement 4 caisses d'avance? Mais ça va pas, mon vieux. Ah, allez, viens. Oui, viens. Il s'est mis à me vouvoyer depuis qu'il sait que je suis universitaire et non ouvrier. Citroën met donc le paquet pour me faire prendre mon compte, et le résultat est inverse. Ma haine contre d'Anglois, Gravier et ceux qui donnent des ordres, je la ressens comme un sentiment d'appartenance, un sentiment de classe. Essayez donc d'oublier la lutte des classes quand vous êtes ouvrier. Le patron, lui, ne l'oublie pas. Hein? Oh, viens. Je n'ai connu Ali qu'un seul jour. Une bouffée d'air du grand large. La vision soudaine de masse tellement plus lointaine. Et la découverte de quelque chose de fraternel. Ce matin-là, dès mon arrivée, d'Anglois m'emmène dans un vaste bâtiment à l'extrémité de la cour. Un homme est là, debout. Il te passera des caisses à chaque fois qu'il y aura un trou dans la production. Vu. 8h15. Pause de 10 minutes.
m'appelle Ali. Je suis fils de marabout. Mon père est marabout. C'est un grand religieux. C'est un homme très important. Tu sais que ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Ils ont inventé beaucoup de choses. Tu sais, j'ai beaucoup étudié l'arabe. Ému, je commence une réponse un peu solennelle, cherchant mes mots pour dire que j'ai un grand respect pour la culture arabe. Et d'un coup, il me semble que je nous vois de loin, seuls, dans ce bâtiment vaste et vide. Nos cultures lointaines, nous qui sommes maintenant si proches. Vous attendez quoi, les deux, là? Au boulot! Allez, là! Alors, donc, quelle langue? Il me traite mal parce que je sors à 5 heures. Ali faisait donc partie de la poignée d'irréductibles qui s'obstinaient à refuser la récupération. Il avait dû lire notre tract dans sa version arabe, et il avait pris sa décision, sans consulter personne. Tout à coup, Ali se met à me parler de sa vie. Village très pauvre au sud du Maroc. Famille nombreuse. Frères et sœurs morts en bas âge. L'occupation française. Un souvenir surtout lui revient en force. Dans mon village, il y avait un capitaine français. Ce capitaine avait un grand chien noir. Chaque semaine, c'était une nouvelle famille qui devait nourrir la bête, avec la viande et tout. Tout le monde avait peur de la semaine du chien noir. Quand il fallait donner à manger à la bête, il ne restait plus rien pour personne. Nous, les enfants, on avait faim toute la semaine. Ses yeux se brouillent. Je ne sais pas quoi dire. Notre conversation reprend, avec des moments de communication et d'autres d'étrangeté. Ah non, merci, je mange pas de bol, c'est juif. Comment ça, c'est juif? Les juifs, c'est un peuple, c'est une religion. Non, juif, c'est pour dire c'est pas bien. C'est envers les autres, pour dire c'est pas comme il faut, quoi. Mais il y a une langue juive? Mais non, une langue juive? Non. Ben, si, les mots. Mais non, et écrire juif, c'est écrire arabe, mais à l'envers, dans l'autre sens, tu vois. Attendez, c'est ce que je dis, je suis juif. Ah non, toi tu peux pas être juif, toi tu es bien. Juif, ça veut dire c'est pas bien. T'es merveilleux, toi, je te jure. Gouffre de deux langues, de deux univers. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer, et le hasard nous avait mis face à face. Le hasard. Pas tout à fait. La grève et ses suites, plus ou moins directes. Et j'avais en même temps le sentiment d'être très proche d'Ali. Un frère obscur. Un instant surgit de la nuit qui allait le happer de nouveau. Lisa? Le Marocain, avec son tatouage bleu sur le front, il dit qu'il sort presque jamais, il sort encore à 5 heures. Ah! Attendez voir! Je crois que je l'ai vu avaler des bacs à la peinture. Ah! À la peinture. Finalement, j'appris qu'on l'avait stabilisé à l'usine de Javel
au nettoyage des chiottes. Harcelé par Danglois, épisodiquement nargué par Gravier, j'étais convaincu qu'ils me laisseraient là jusqu'à la fermeture du mois d'août. Ils ont décidé de me déplacer. Retour à l'atelier de soudure. Il fait une chaleur étouffante. Me voici donc adjoint au pontonnier. Camel, coiffure bizarre, genre Beatles à la brillantine. Au travail, il porte une combinaison verdâtre serrée à la taille. En civil, c'est autre chose. Blazer à boutons dorés et chaussures pointues. C'est un faillot, avec une conception de la cadence qui convient bien à Gravier. Je lui fais confiance. Voilà, c'est dire. Il court la chaîne sans discontinuer, il règne sur son trail avec des allures de macro. Vas-y, la chaîne. D'ailleurs, il l'est un peu. Il a de drôles de connaissances verticales. Et Barbès, il profite de son poste pour donner des ordres et me traiter comme son lardin. À 10 mètres devant moi, Mouloud refait indéfiniment les mêmes gestes. Une 2 chevaux faite, une autre se présente. 150 par jour. 33 000 fois dans l'année. Pendant que des gens allaient au cinéma, bavardaient, faisaient l'amour, nageaient, cueillaient des fleurs, se goinfraient, jouaient avec leurs enfants, parlaient de la critique de la raison pure. Pendant que le soleil se levait sur Grenade et que la Seine clapotait doucement sous le pont Alexandre III, 33 000 carcasses de 2 chevaux ont défilé devant Mouloud. Et chaque fois, il a pris son bâton d'étain, son chalumeau, sa palette. Eh oui. Un jour, je remarque un poste à l'égard des autres. Un ouvrier âgé, seul devant son établi. À côté, une pile de portières abîmées. Les fêlures, les chocs, les parties irrégulières, tout ça c'est pour lui. Il refait tout, il répare tout. Et il empile à sa droite les portières redevenues normales. On dirait un petit artisan. J'ai de nombreux outils à ma disposition, mêlés dans une sorte de bric-à-brac familier où je me retrouve sans hésiter. Et chaque retouche met en œuvre une opération particulière. Ce sont les hasards de l'emboutissage et des collisions qui déterminent ce qu'il y a à dresser. Le plus étonnant, c'est son établi. Un engin indéfinissable avec une allure d'instabilité inquiétante. Enfin, cet établi, je le connais par cœur, je l'ai fait moi-même. Je m'appelle de Marcy. Plusieurs qualifications, en tôlerie et soudure. Son âge, sa qualification, tout ça fait qu'il jouit d'un certain respect. On ne le tutoie pas, on évite de le charrier. Même Gravier et Junot modifient un peu leur ton habituel pour lui parler. Presque de la courtoisie. De Marcy ne se prend pas pour un homme important. Il ne demande rien à personne et personne ne lui demande rien. Pourtant, en cette deuxième quinzaine du mois de juillet, une menace rôde autour de lui. Il est dans le collimateur de l'organisation du travail. Mais il ne le sait pas encore. Il y a du changement dans la production. Sur la chaîne des 2 chevaux, on vient d'introduire des nouvelles bagnoles. Des amis 8. Toutes les 4 ou 5 de chevaux, une ami 8. Du coup, bah c'est le bordel. Rationalisation, comme ils disent. Tu vois,
Je chronomètre en douce. Je me mets derrière le gars qui travaille, clique dans la poche. Le gars fait ses mouvements habituels, clac à la fin de l'opération. Ni vu ni connu, on met tout ça en fiche. On vous décompose, on vous recompose à 1/10e de seconde près. Et un beau jour, on vient vous changer le boni par surprise. Eh oui, ils ont fait les calculs. Voici vos nouveaux temps, mon vieux. Ah! Hé, j'y suis pour rien, moi. Je le tire vite fait. Rationalisation. Et pourquoi maintenant? Ah mais c'est le bon moment. Dans 15 jours, c'est les vacances. Trop tard pour déclencher une grève. Les immigrés n'ont qu'une seule chose en tête. Les congés au pays. La cohue dans les agences de voyage. L'usine est fiévreuse. Ceux qui ne pourront pas partir, parce qu'ils n'ont pas le sou, personne à retrouver là-bas, errent comme des âmes mortes, indifférents à tout, blessés par cette agitation qui les exclut involontairement. Pour ceux qui partent, la tête est déjà là-bas, avec les parents, la famille, les enfants et les amis. La tête là-bas. Ici, seulement le corps à disposition. Mais ça lui suffit à Citroën. Le corps. Tant mieux même. Si la tête est partie, on va en profiter. Rationalisation. D'ici 1 an, Choisy ferme ses portes. Citroën vend le terrain. Il rase tout. Il y aura des immeubles. Eh ben, au prix du mètre carré à Paris, belle opération. Le personnel sera fractionné et muté un peu partout. Ceux qui ne voudront pas pourront s'en aller. Mais pourquoi de Marcy? J'avais de problème sur son poste, les portiers retouchés impeccables alors. Poste R82. Allez, c'est bon. Remplacement établi. Installer un modèle F675 à inclinaison variable. Mardi 22 juillet, 8h15. Deux types arrivent avec un gros treuil et descendent un engin de fonte massif non sans mal à l'emplacement de Marcy. Un cube noir surmonté d'un plan incliné pour poser la portière, 2 écrous sur le côté pour caler. C'est tout. Ça, qu'est-ce que c'est ça? La chaîne redémarre. Il va bien falloir que le vieux essaie de suivre, sinon c'est la catastrophe. Le rythme de Desmarcy est cassé. Plus moyen de procéder comme avant. L'atelier chauffe dur. On s'engloutit. Pour Desmarcy, ça ne s'arrange pas. Il est tout juste à flot. Qui nous, puis nous des portières, et il coulera. On s'arrête à la somnolence. On reprend les outils. L'atelier est envahi. Blouse bleue et blanche. Combinaison de rigueur. Complet, veston, cravate. Il marche d'un pas décidé sur un front de 5 mètres. Un échantillon complet. Le visage bouffi des vieux importants et le visage sérieux des jeunes ingénieurs à lunettes. Gravier court devant. Monsieur le directeur, bonjour. Alors, soyez précis, soyez bref. Je comprends vite, mais mon temps, c'est beaucoup d'argent. Oui. Et dans un mouvement d'ensemble, il se transporte vers Desmarcy. Il s'agrippe. Ça, ah oui, ça c'est un modèle F675 à inclinaison variable. Pile de poste. Parfois, il désigne Desmarcy en train de travailler. J'ai l'impression d'assister à une démonstration d'hôpital entre docteurs, infirmiers, internes, où le vieux ferait le cadavre. Des années d'expérience, vous y êtes d'un coup. Desmarcy dévisse, revisse, martèle et rougit, car il vient de faire une étape en trop. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, vous, je vous observe depuis un quart d'heure. Vous faites n'importe quoi. Monsieur le On directeur. vous montre une installation moderne. Et voilà ce que vous en faites. Enfin, reprenez-vous de Marcy. Hein? On se demande parfois comment ils obtiennent leur CAP. Oh, mais Allez, là, venez, suivez-moi. Non
quelle crapulerie! Il le sait bien, Gravier, que le nouvel établi ne vaut rien. Il le sait bien que c'est pas sa faute au vieux. Tout l'atelier de soudure connaît de Marcy, sa précision, son expérience. Mais personne ne le dira. On ne tient pas de tête à un directeur du niveau de Binot. Le vieux dut ravaler son humiliation jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute de sa journée de travail. Quelques jours plus tard, ils revinrent chercher le cube et remirent en place le vieil instrument du vieux. De Marcy reprit ses retouches sur son établi, comme avant, mais il y avait à présent dans ses yeux une sorte de frayeur. Parfois même, il loupait une portière. Peu après, il tomba malade. Rationalisation. Mouloud et Mohamed sont venus me voir. Il faut résister, relancer le comité, préparer une action. Mais là, c'est les vacances. À la rentrée tout début septembre. Je suis d'accord. Début septembre, on remet ça. Les réunions, les tracts dans toutes les langues, affichés aux chiottes, circulant sur les chaînes et sous le manteau, avec tous ceux qu'on connaît. Sadoc, Christian, Georges, Mouloud, les Espagnols, les Maliens, et Simon, au Café des Sports. Mercredi 30 juillet 1969. Encore quelques minutes et on arrête pour un mois. Je suis convoqué au bureau central de l'autre côté de l'avenue de Choisy. Je suis licencié avec préavis. Compression de personnel. Je refuse de signer le solde de tout compte. Comme vous voudrez. Ça n'a aucune importance. Rien à faire sur le plan légal. La direction a respecté les formes. Ils ont bien joué, les salauds. J'aurais préféré un licenciement plus épique. Je repars dire au revoir aux camarades de l'atelier. Trop tard. L'usine est fermée. Tout le monde est sorti. Le gardien a dégrafé sa veste et enlevé sa casquette. Il y a 10 minutes, la production de 2 chevaux marchait à plein. Plus personne. Je regarde l'usine. Le soleil tape dur. Des filles passent en robe légère. Je vais vers le Café des Sports, à Palan. Tiens, Kamel, le cantonnière venu civil. Toujours l'air aussi maquereux. Blazer, pantalon à pattes d'éléphant, incroyable cravate multicolore. Il se dandine en nous voyant arriver. On dirait qu'il m'attend. Qu'est-ce qu'il veut, Kamel? Je n'ai pas trop envie de lui parler. Il y en a tant d'autres que je voudrais retrouver en ce moment, et il faut que ce soit justement Kamel qui m'attende. Aucun ami à qui me confier. J'aurais tant envie de parler à Primo, à Georges, à Christian, à Mouloud, à Ali, à Simon, à Jojo. Personne. Il faut attendre.
Juste Kamel, là, devant le café des sports, en plein soleil. Kamel, à qui je n'ai rien à dire. Lui, par contre, semble vouloir engager la conversation. Je suis lourdé. Ouais, je sais, on me l'a dit. Écoute, on m'a proposé de l'argent pour que je provoque une bagarre avec toi. Vous voulez me licencier comme ça. Alors j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'argent. Pas de cet argent-là. Il n'a plus rien de son arrogance. Il a l'air gêné. De quoi? Qu'on ait pensé à lui pour ce sale boulot? De me le dire? Brusquement, il prend congé et disparaît derrière le coin de la rue. Je suis sûr qu'il a dit vrai. Je me doute même que c'est Danglois qui a fait la commission. Je pense. Kamel aussi. C'est la classe ouvrière. In the one that can't be made.